Amara, une adolescente noire de 16 ans, était assise tranquillement dans son siège de première classe, billet en main, lorsque l'hôtesse de l'air, Madame Carter, l'interpella avec une voix tranchante, lui ordonnant de quitter son siège sans même vérifier son billet, sous le regard silencieux des autres passagers. Ce n'était pas un simple malentendu, c'était une humiliation publique, un jugement hâtif basé sur des préjugés. Amara, dont le billet avait été offert par sa mentor, le docteur Naomi Reed, une haute fonctionnaire de l'autorité de l'aviation civile, se sentit comme une intruse dans un espace où elle avait tout à fait sa place. Pourtant, elle ne protesta pas. Elle se leva, prit son sac à dos noir orné d'un petit badge en forme d'étoile et marcha, tête baissée, vers l'arrière de l'avion, où les sièges d'économie étaient plus étroits, l'air moins frais. Les regards des passagers la suivirent, certains curieux, d'autres indifférents, mais aucun ne prit sa défense. Dans la cabine de première classe, un homme en costume, occupé à taper sur son ordinateur portable, ne leva même pas les yeux. Une femme âgée, Madame Langley, aux cheveux argentés et au collier de perles élégants, fronça les sourcils, mais garda le silence, ses doigts serrant nerveusement son magazine. Amara, elle, s'installa près d'un hublot à l'arrière, son cœur battant fort, non pas de colère, mais d'une douleur sourde, celle de se sentir jugée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle avait fait. Elle avait pourtant tout prévu pour ce voyage. C'était sa première fois seule en avion, un cadeau de Naomi, après qu'Amara eut brillamment terminé un programme scientifique prestigieux. Elle avait vérifié son billet 3 fois avant d'embarquer, s'était habillée simplement, un sweat à capuche gris, un jean, des baskets blanches, et s'était assise sans faire de bruit, son livre de chimie posé sur ses genoux, ses écouteurs autour du cou. Tout était parfait jusqu'à l'arrivée de Madame Carter, une femme d'une 50aine d'années, au chignon impeccable et à l'uniforme repassé, dont les talons claquaient sur le sol de la cabine comme un métronome. Lorsqu'elle s'arrêta devant Amara, son regard passa de la surprise à une froideur calculée. « Vous êtes dans le mauvais siège », lança-t-elle, assez fort pour que les têtes se tournent. Amara, perplexe, répondit doucement. « Je crois que c'est ma place, siège 3B. » Elle tendit son billet, mais Madame Carter le saisit à peine, jetant un coup d'œil rapide avant de hausser un sourcil. « C'est la première classe, » dit-elle, comme si cela expliquait tout. « Où sont vos parents? » La question résonna, lourde de sous-entendus. Amara, sentant les regards peser sur elle, insista. « Voici mon billet. » Mais Madame Carter, inflexible, secoua la tête. « Il y a une erreur. Vous devez bouger, maintenant. » Sa voix était devenue autoritaire, presque méprisante. Amara sentit ses joues chauffer. Elle voulait expliquer, montrer qu'elle n'avait rien volé, qu'elle méritait ce siège, mais les mots restèrent coincés. Elle vit dans les yeux de Madame Carter une certitude inébranlable. Cette jeune fille noire, seule, ne pouvait pas être à sa place ici. Alors, Amara se leva, ramassa son sac et traversa l'allée sous les regards des passagers. Certains mal à l'aise, d'autres détournant les yeux comme si de rien n'était. À l'arrière, elle trouva un siège libre près d'un hublot. Elle s'assit, posa son sac à ses pieds et fixa le tarmac à l'extérieur, les lumières de l'aéroport scintillant dans la pénombre. La voix de Madame Carter résonnait encore dans sa tête, chaque mot comme une aiguille. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait suivi les règles, embarqué tôt, présenté son billet. Pourtant, elle était là, reléguée au fond, invisible. Dans la cabine de première classe, Marcus, un jeune steward de 25 ans aux lunettes rondes et au sourire timide, observait la scène depuis le galet. Il avait vu Madame Carter agir ainsi auparavant, ciblant certains passagers sans raison claire, mais il n'avait jamais osé intervenir. Cette fois, quelque chose le dérangeait profondément. Il s'approcha de Madame Carter, qui rangeait des serviettes avec un air satisfait.
Madame, à propos de la jeune fille, commença-t-il, hésitant. Madame Carter l'interrompit d'un regard sec. Quoi? Elle était dans le mauvais siège. J'ai réglé le problème. Marcus insista. J'ai vu son billet. Il était valide. Madame Carter ricana doucement. J'ai 15 ans d'expérience, Marcus. Je sais repérer quand quelque chose cloche. Marcus recula, mal à l'aise, mais son instinct lui disait que ce n'était pas juste. Pendant ce temps, à l'arrière, un garçon d'une dizaine d'années, Jamal, assis quelques rangées devant Amara, avait filmé l'incident avec son téléphone. Il montra la vidéo à sa mère, une femme nommée Aïssa, qui fronça les sourcils en regardant les images. « Ce n'est pas normal », murmura-t-elle, avant de commencer à chuchoter avec d'autres passagers à proximité, semant les premières graines d'indignation. Amara, ignorant tout cela, sortit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle tapa un message à Naomi. « Elle m'a forcé à quitter mon siège. Elle a dit que je n'avais rien à faire là. Je suis à l'arrière maintenant. » Elle envoya le message et verrouilla l'écran, incertaine de ce que Naomi pourrait faire. Mais une chose était sûre. Naomi Reed n'était pas une femme ordinaire. Directrice adjointe à la sécurité aérienne, elle avait le pouvoir de faire trembler les compagnies aériennes. Quelques secondes après l'envoi du message, le téléphone d'Amara vibra. Naomi avait répondu « Que s'est-il passé ?» Amara tapa lentement, chaque mot pesant lourd. L'hôtesse m'a fait bouger. Elle ne croyait pas que le billet était à moi. Elle a dit que je ne pouvais pas être en première classe. Un autre message arriva presque immédiatement. Numéro du vol. Amara fouilla dans sa poche, sortit son billet froissé et envoya le numéro. La réponse de Naomi fut brève et tranchante. « Reste où tu es. Ne parle à personne. Je m'en occupe. » Amara fixa ces mots, un mélange de soulagement et d'incertitude l'envahissant. Elle ne savait pas comment Naomi pouvait arrêter un avion déjà en train de rouler vers la piste, mais elle connaissait sa mentor. Quand Naomi disait qu'elle s'en occupait, elle le faisait. Dans le cockpit, le capitaine, un homme grisonnant nommé Dupont, reçut un appel urgent de la tour de contrôle. Il fronça les sourcils en écoutant. « Arrêtez l'avion. Ne roulez pas vers la piste. Une plainte officielle a été déposée par le Dr Naomi Reed concernant une passagère à bord. » Le copilote, un jeune homme nommé Lucas, leva les yeux, surpris. « Une plainte? Pourquoi? » Le capitaine secoua la tête. « On ne bouge pas tant qu'on n'a pas plus d'informations. » Il prit le micro et annonça d'une voix calme. « Mesdames et messieurs, nous devons rester à la porte un peu plus longtemps pour une vérification. Merci de votre patience. » Les passagers soupirèrent, certains agacés, d'autres indifférents. Mais pour Amara, c'était le premier signe que quelque chose changeait. À l'avant, Madame Carter sirotait une tasse d'eau dans le galet, un sourire satisfait aux lèvres. Elle ajustait des plateaux repas, certaine d'avoir bien géré la situation. Marcus, lui, ne pouvait s'empêcher de repenser à la jeune fille. Il s'approcha à nouveau. « Vous êtes sûr que c'était nécessaire? Elle n'avait rien fait de mal. » Madame Carter haussa les épaules. « Marcus, tu es trop jeune pour comprendre. Parfois, il faut prendre des décisions rapides. » Mais Marcus ne lâcha pas. « Et si vous vous étiez trompé? » Elle le fusilla du regard. « Je ne me trompe pas. » Pourtant, elle ignorait ce qui se tramait. Naomi Reed n'était pas seulement une fonctionnaire. Elle était une force implacable, et elle venait de mettre en branle une tempête que Madame Carter n'avait pas vue venir. Dans la cabine, l'ambiance changeait subtilement. Les passagers commençaient à murmurer, intrigués par le retard. Madame Langlais, toujours assise en première classe, referma son magazine et jeta un coup d'œil vers le siège 3B, désormais vide. Elle se souvenait du regard d'Amara, calme mais blessé, et une pointe de honte l'envahit. Elle n'avait rien dit, rien fait. Elle se promit d'observer, peut-être même de parler si l'occasion se présentait.
À l'arrière, Jamal montra à nouveau sa vidéo à un autre passager, un adolescent qui hocha la tête, impressionné. « Il faut envoyer ça à quelqu'un, » dit-il. Aïssa, la mère de Jamal, acquiesça. « Pas encore. Attendons de voir ce qui se passe. » Amara, elle, restait silencieuse, son regard fixé sur le hublot. Elle repensait à tout ce que Naomi lui avait appris. Rester calme, garder la tête haute, ne jamais laisser les autres définir sa valeur. Mais là, dans cet avion, c'était plus dur que jamais. Elle serra son sac contre elle, sentant le poids du livre de chimie à l'intérieur. Ce voyage était censé être une récompense, un moment de fierté. Maintenant, il était taché par l'injustice. Pourtant, une petite flamme brûlait en elle, alimentée par les mots de Naomi. « Je m'en occupe. » Dans le cockpit, un second appel arriva, cette fois directement d'un représentant de l'autorité de l'aviation civile. « Capitaine Dupont, vous êtes sous ordre de rester au sol jusqu'à nouvel ordre. Une enquête est ouverte concernant une passagère, Amara Diallo, retirée de son siège de première classe sans raison valable. » Le capitaine échangea un regard avec Lucas. « Naomi Reed elle-même est impliquée, » ajouta la voix. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Même le capitaine, avec ses 30 ans d'expérience, savait que ce n'était pas une affaire banale. Il prit une profonde inspiration et appela Madame Carter via l'interphone. « Madame Carter, au cockpit, s'il vous plaît. » Dans le galet, Madame Carter posa sa tasse, un léger froncement de sourcils sur le visage. Elle lissa son uniforme et marcha vers l'avant, ignorant les regards curieux des passagers. Lorsqu'elle entra dans le cockpit, le capitaine lui tendit un casque. « Vous avez une communication. » Elle le mit, perplexe. Une voix masculine, froide et professionnelle, retentit. « Madame Carter, ici Julien Moreau, responsable des opérations à l'autorité de l'aviation civile, au nom du docteur Naomi Reed. Nous enquêtons sur le retrait d'Amara Diallo de son siège de première classe sous vos ordres. Avez-vous vérifié son billet avec le manifeste ou les agents au sol avant de la déplacer? » Madame Carter sentit une sueur froide couler dans son dos. « Non, mais j'ai jugé la situation. » La voix ne changea pas de ton. « Vous avez jugé sur quoi, exactement? » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Retournez immédiatement auprès de la passagère, » ordonna la voix. « Ramenez-la en première classe et présentez des excuses claires devant les autres passagers. L'avion ne bougera pas tant que ce ne sera pas fait. » Madame Carter ôta le casque, les mains tremblantes. Pour la première fois de sa carrière, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle sortit du cockpit, le visage pâle, et commença à marcher vers l'arrière de l'avion, chaque pas plus lourd que le précédent. Les passagers la regardaient, sentant que quelque chose d'important était en train de se produire. À l'arrière, Amara restait immobile, son téléphone toujours dans la main. Elle ne savait pas encore que son message à Naomi avait arrêté un avion entier, mais elle sentait que l'équilibre changeait. Lorsque Madame Carter apparut, son sourire forcé et ses mots hésitants. « Mademoiselle Diallo, il y a eu un malentendu. Je vous ramène à votre siège. » Ne suffirent pas à effacer l'humiliation. Amara se leva lentement, son regard ferme. « Vous avez vu mon billet. Pourquoi moi? » demanda-t-elle, sa voix basse mais claire. La question plana, et pour la première fois, Madame Carter n'avait pas de réponse. Les passagers à proximité, dont Aïssa et Jamal, écoutaient, leurs téléphones prêts à capturer ce moment. Marcus, depuis le galet, observait avec une lueur d'espoir. Madame Langley, dans son siège, serra son magazine un peu plus fort, déterminée à ne plus rester silencieuse. Amara marcha vers l'avant, son sac sur l'épaule, sous les regards des passagers, certains gênés, d'autres impressionnés. Elle reprit son siège 3B, posa son sac et fixa droit devant elle, calme mais inébranlable. L'avion était toujours cloué au sol, et l'histoire d'Amara Diallo venait à peine de commencer. L'avion restait figé à la porte,
ses moteurs silencieux, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Une tension palpable envahissait la cabine, où les passagers, d'abord agacés par le retard, commençaient à comprendre que quelque chose de grave se déroulait. Amara, assise à nouveau dans son siège 3B en première classe, gardait les yeux fixés sur le dossier devant elle, son livre de chimie fermé sur ses genoux. Elle n'avait pas triomphé, pas souri, pas cherché à attirer l'attention. Pourtant, chaque regard dans la cabine semblait converger vers elle, certains curieux, d'autres gênés, tous conscients qu'elle était au cœur de ce drame inattendu. Madame Carter, l'hôtesse qui l'avait humiliée, venait de disparaître dans le galet après avoir bredouillé des excuses forcées, son visage blême et ses mains tremblantes trahissant son assurance habituelle. Mais pour Amara, ces mots, un malentendu, sonnaient creux. Il ne réparait pas la blessure, ne répondait pas à sa question. Pourquoi elle, et elle seule, avait été visée? À l'arrière, les murmures s'intensifiaient. Jamal, le jeune garçon qui avait filmé l'incident, montrait encore sa vidéo à d'autres passagers, sa mère Aïssa hochant la tête avec une détermination croissante. « Il faut que ça sorte », murmura-t-elle à un voisin, un homme d'affaires nommé Monsieur Dubois, qui fronça les sourcils en visionnant les images. « C'est scandaleux, » dit-il, son ton bas mais ferme. Pendant ce temps, en classe affaires, une femme d'une trentaine d'années, Priya, une journaliste spécialisée dans la technologie, tapait frénétiquement sur son téléphone. Elle avait entendu les chuchotements, vu Madame Carter traverser l'allée comme une ombre et perçu l'annonce du capitaine sur un problème de conformité. Intriguée, elle commença à tweeter en direct. « Retard étrange sur mon vol. Une adolescente noire forcée de quitter la première classe sans raison. L'avion est cloué au sol. Quelque chose se passe. H Aviation Injustice. » Ces messages, suivis par des milliers de personnes, commencèrent à attirer l'attention à l'extérieur, bien avant que l'avion ne touche une piste. Dans le cockpit, le capitaine Dupont fixait son tableau de bord, les mains croisées, le regard dur. Un nouvel appel de l'autorité de l'aviation civile venait d'arriver, et les mots résonnaient encore. Le docteur Naomi Reed exige des réponses immédiates. Une enquête officielle est ouverte. Restez au sol jusqu'à ce qu'un officier monte à bord. Luca, le copilote, siffla doucement. Reed, la directrice adjointe, c'est du sérieux. Dupont hocha la tête, son visage impassible. Appelle Carter. Elle doit venir ici, tout de suite. Dans le galet, Madame Carter sentit son estomac se nouer lorsque l'interphone crépita avec l'ordre du capitaine. Elle lissa son uniforme, tentant de reprendre contenance, mais ses collègues, y compris Marcus, évitaient de son regard. Marcus, le jeune steward, n'arrivait pas à rester silencieux. Il s'approcha d'elle avant qu'elle ne parte. « Vous savez qu'elle avait raison, n'est-ce pas? La fille, son billet était valide. » Madame Carter le fusilla du regard. « Ne commence pas, Marcus. Je fais ce boulot depuis plus longtemps que tu n'as de cheveux sur la tête. » Mais sa voix manquait de conviction. Elle marcha vers le cockpit, chaque pas alourdi par une peur qu'elle n'avait jamais connue. Lorsqu'elle entra, le capitaine lui tendit un casque sans un mot. Une voix grave retentit. « Madame Carter, ici Julien Moreau, représentant de l'autorité de l'aviation civile. Nous avons une plainte déposée par le docteur Naomi Reed concernant votre traitement d'une passagère, Amara Diallo. Expliquez-vous. » Madame Carter déglutit. « J'ai pensé qu'elle n'était pas à sa place. Elle ne semblait pas... » Elle s'arrêta, consciente que ses mots creusaient sa propre tombe. « Semblait pas quoi? » demanda Moreau, son ton glacial. « Avez-vous vérifié son billet avec le manifeste? » Silence. « Non, » admit-elle finalement. La voix continua, implacable. « Vous avez déplacé une mineure sans raison valable, en violation des protocoles. Vous allez retourner auprès d'elle, vous excuser publiquement
et la ramener à son siège si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, préparez-vous à une enquête à l'atterrissage. Gilda, Madame Carter ôta le casque, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit le laisser tomber. Le capitaine la fixa. « Faites ce qu'ils disent. » « Exactement. » Elle hocha la tête, incapable de parler, et quitta le cockpit. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Les passagers, sentant que le retard n'était pas ordinaire, échangeaient en des regards. Madame Langlais, la passagère âgée en première classe, serrait son collier de perles, son malaise grandissant. Elle avait vu l'incident, entendu la voix de Madame Carter, et n'avait rien fait. Maintenant, elle observait Amara, assise avec une dignité silencieuse, et une pensée la frappa. Cette jeune fille méritait mieux, et elle, Madame Langlais, avait failli à son devoir de compassion. Elle prit une profonde inspiration, déterminée à parler si on le lui demandait. À l'arrière, Aïssa murmura à Jamal, « Garde cette vidéo, elle pourrait être importante. » Jamal acquiesça, ses petits doigts serrant son téléphone comme un trésor. Priya, elle, continuait de tweeter, ses messages gagnant en traction. Une hôtesse a humilié une adolescente noire devant tout le monde. Maintenant, l'autorité de l'aviation civile est impliquée. At Justice pour Amara. Les retweets s'accumulaient, et des journalistes extérieurs commençaient à poser des questions. Madame Carter, revenue dans la cabine, s'approcha d'Amara, son visage un masque de fausse politesse. « Mademoiselle Diallo, » dit-elle, sa voix basse mais audible. « Je m'excuse pour le malentendu. Votre siège est ici. » Amara leva les yeux, son regard perçant. « Un malentendu ?» répéta-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Vous avez vu mon billet. Vous m'avez dit que je n'avais rien à faire ici. Pourquoi? » La question, simple et directe, fit vaciller Madame Carter. Les passagers à proximité, y compris Madame Langlais, retinrent leur souffle. Marcus, posté près du galet, observait avec une admiration croissante. Madame Carter bafouilla. « J'ai peut-être fait une erreur de jugement. » Amara ne s'y pas. « Vous n'avez demandé son billet à personne d'autre, juste à moi. Dites-moi pourquoi. » Le silence qui suivit était oppressant. Les passagers, désormais captivés, ne faisaient plus semblant de lire ou de dormir. Madame Carter, acculée, murmura « Je suis désolée. » Mais ces mots sonnaient faux, et Amara le savait. Elle se leva, ramassa son sac, et marcha vers la première classe, Madame Carter la suivant comme une ombre. Lorsqu'Amara reprit son siège, elle ne regarda pas l'hôtesse. Elle posa son sac, ouvrit son livre, et fixa la page sans lire. Madame Carter s'éloigna précipitamment, disparaissant dans le galet. Marcus, incapable de se taire plus longtemps, s'approcha d'un autre steward, une femme nommée Claire. « Elle a déjà fait ça, » murmura-t-il. « J'ai vu Carter cibler des gens avant, des passagers qui ne correspondaient pas à son idée de la première classe. » Claire haussa les épaules, mal à l'aise. « C'est risqué de parler, Marcus. » Mais il secoua la tête. « Pas cette fois. Pas après ça. » Dans la cabine, Priya tweeta à nouveau. « L'hôtesse vient de s'excuser, mais la jeune fille l'a confrontée. Elle n'a pas cédé. L'avion est toujours au sol. » Force silencieuse. Ces mots, relayés par des activistes et des journalistes, commençaient à faire trembler les réseaux sociaux. À l'arrière, Aïssa et M. Dubois discutaient à voix basse. « Si cette vidéo sort, ça va exploser, » dit Dubois. Aïssa acquiesça. « Attendons l'atterrissage. Mais ça doit être vu. » Dans le cockpit, un nouvel appel arriva. « Capitaine Dupont, des officiers de l'autorité montent à bord. Ils veulent parler à Carter et à la passagère. » Dupont soupira. « Compris. » Il se tourna vers Lucas. « Prépare les rapports. Ça va être une longue journée. »
Quelques minutes plus tard, la porte de la cabine s'ouvrit et deux silhouettes apparurent. Une femme en uniforme noir, l'officier Leroux, et un homme en costume, Monsieur Garnier, badge de l'autorité bien visible. Leur arrivée fit taire les murmures. Ils avancèrent directement vers la première classe, s'arrêtant devant Amara. « Mademoiselle Diallo ?» demanda Leroux, sa voix respectueuse. Amara hocha la tête. « Je suis l'officier Leroux, ici pour le Dr. Reed. Nous vous escorterons hors de l'avion en dernier. Restez assise pour l'instant. » Garnier ajouta. « Nous allons également retenir un membre d'équipage pour interrogatoire. » Ils se dirigèrent vers le galet, où Madame Carter attendait, le visage défait. Lorsqu'elle émergea, escortée par un superviseur de la compagnie, le silence dans la cabine devint assourdissant. Elle passa devant Amara sans oser la regarder, ses pas mal assurés, son autorité envolée. Madame Langlais, enfin, se leva légèrement. « Officier, dit-elle doucement, j'ai vu ce qui s'est passé. Je peux témoigner. » Leroux hocha la tête. « Nous vous contacterons. » Amara, immobile, sentit son téléphone vibrer. Un message de Naomi. « Reste calme. Ils sont là. Ce n'est pas fini. » Elle ne répondit pas, mais un calme profond l'envahit. Elle n'avait pas crié, pas pleuré, pas exigé. Elle avait simplement dit la vérité, et maintenant, un avion entier était arrêté, une hôtesse démasquée, et une journaliste faisait entendre sa voix au monde. Marcus, depuis le galet, croisa son regard et lui fit un petit signe de tête, un geste de respect. Priya tapa un dernier tweet. « Les officiers sont à bord. Cette jeune fille a arrêté un avion avec sa dignité. Histoire en cours. » Et dans la cabine, alors que les passagers attendaient, mal à l'aise, Amara restait assise, droite, silencieuse, mais plus puissante que jamais. L'avion n'avait pas bougé, mais la vérité, elle, prenait son envol. Lorsque Amara descendit de l'avion, la passerelle résonnait sous ses pas, un écho discret dans le chaos naissant de l'aéroport. Les autres passagers, déjà dispersés dans le terminal, échangeaient des murmures, leurs regards lourds de questions et de malaise. Ils avaient assisté à un drame qui transcendait une simple anecdote de voyage, un moment où une adolescente avait, par sa seule présence, forcé un système à s'arrêter et à se regarder dans le miroir. Amara, son sac à dos noir serré contre elle, avançait avec une dignité silencieuse, escortée par l'officier Leroux et M. Garnier, représentants de l'autorité de l'aviation civile. Leur présence, austère et officielle, signalait que l'incident du vol 472 n'était pas une erreur banale, mais une affaire qui allait secouer bien au-delà des murs de l'avion. Dehors, les tweets de Priya, la journaliste en classe affaires, avaient allumé un incendie numérique. Une adolescente noire humiliée par une hôtesse. L'autorité cloue l'avion au sol. « Pasha justice pour Amara », écrivait-elle, ces mots repris par des milliers d'internautes, des activistes aux voyageurs ordinaires. La vidéo de Jamal, le jeune garçon qui avait filmé l'incident, fut partagée par sa mère, Aïssa, dès leur arrivée au terminal. Les images, brutes et sans filtre, montraient Dame Carter, l'hôtesse, ordonnant à Amara de quitter son siège avec une autorité froide, son ton trahissant un jugement implicite. En quelques heures, la vidéo était partout, sur les réseaux sociaux, dans les rédactions des médias, sur les écrans des télévisions locales. Les hashtags #Justice pour Amara et #AviationInjustice dominaient les tendances, et les premières manchettes apparaissaient. Une adolescente noire force un avion à rester au sol après une humiliation raciale. Amara, elle, ignorait l'ampleur de cette tempête. Dans une salle privée de l'aéroport, elle retrouva Naomi, sa mentor, debout près d'une fenêtre, son manteau bleu marine impeccable, son regard à la fois protecteur et déterminé. « Ça va ?» demanda Naomi, sa voix douce mais ferme. Amara hocha la tête, un sourire timide aux lèvres.
Oui, c'est juste beaucoup. Naomi posa une main sur son épaule. Tu as été plus forte que la plupart des adultes ne l'auraient été. Maintenant, laisse-moi gérer le reste. De Somitaï. Mais le reste échappait déjà à tout contrôle. Dans une autre salle, froide et éclairée par des néons, Madame Carter faisait face à une équipe d'enquêteurs de l'autorité, un avocat de la compagnie aérienne à ses côtés, silencieux et tendu. Sans son uniforme, vêtue d'un simple chemisier gris, elle semblait diminuer, ses mains crispées sur la table métallique. « Confirmez-vous avoir retiré Amara Diallo de son siège sans consulter le manifeste ou les agents au sol? » demanda un enquêteur, son ton neutre mais implacable. Madame Carter baissa les yeux, sa voix à peine audible. « Oui. Pourquoi elle et personne d'autre? » Silence. Les secondes s'étirèrent, lourdes. Elle ne semblait pas à sa place, murmura-t-elle enfin. Les mots, pronts lourds de vérité nue, firent frémir l'avocat. L'enquêteur nota, son stylo grattant le papier. Vous réalisez que cela suggère une discrimination potentielle, en violation des protocoles? Madame Carter ne répondit pas. Elle savait que sa carrière, construite sur des années de service irréprochable, venait de s'effondrer sous le poids d'un instant de préjugés. À quelques couloirs de là, dans les bureaux de la compagnie aérienne, une réunion de crise battait son plein. Autour d'une table en verre, le PDG, Jacques Moreau, fixait un écran où défilaient les tweets, les articles et la vidéo de Jamal. Claire Beaumont, la directrice des relations publiques, parlait vite, son ton urgent. Nous sommes déjà dans le viseur des médias internationaux. Si nous ne réagissons pas immédiatement, ça deviendra ingérable. Moreau, tapotant un stylo contre un dossier épais, fronça les sourcils. Carter était exemplaire. Pas une plainte en 15 ans. Le responsable des opérations, Paul Renaud, secoua la tête. Exemplaire ou pas, elle a humilié une adolescente devant une cabine entière, sans vérifier son billet. Et pas n'importe quelle adolescente, la filleule de Naomi Reed, une des figures les plus influentes de l'autorité. C'est une catastrophe institutionnelle. Un silence glacial envahit la pièce. Suspension immédiate pour Carter, proposa Beaumont. Un communiqué public ce soir et des réformes visibles dès demain. Moreau acquiesça. Faites-le. Et assurez-vous que l'autorité sache que nous coopérons pleinement. Ce soir-là, un communiqué fut publié. La compagnie enquête sur l'incident du vol 472 en étroite collaboration avec l'autorité de l'aviation civile. La membre d'équipage impliquée est suspendue sans salaire. Nous révisons nos procédures pour garantir que de tels événements ne se reproduisent jamais. Mais les mots, soigneusement pesés, ne suffirent pas à apaiser la colère publique. Les réseaux sociaux bouillonnaient, des associations de défense des droits humains appelaient à des réformes systémiques, et des émissions télévisées débattaient de l'incident en prime time. Marcus, le jeune steward, fut convoqué par les enquêteurs le lendemain. Assis dans une petite salle, il parla avec une clarté qui surprit même Leroux. Madame Carter avait déjà ciblé des passagers avant, dit-il. Des gens qui, selon elle, ne collènent pas avec la première classe. Je l'ai vu, mais je n'ai jamais rien dit. Cette fois, je ne pouvais pas. Leroux hocha la tête. Votre témoignage est précieux. Vous avez pris un risque en parlant. Marcus haussa les épaules, un mélange de nervosité et de fierté dans les yeux. C'était la bonne chose à faire. Son courage ne passa pas inaperçu. Quelques jours plus tard, la compagnie, impressionnée par son intégrité, lui offrit une promotion à un poste de supervision, une décision rare pour quelqu'un de son âge. Madame Langlais, la passagère âgée, tint également parole. Dans une lettre adressée à l'autorité, elle décrivit l'incident avec une précision émouvante, confessant son propre silence. « J'ai vu l'injustice, et je n'ai rien dit », écrivit-elle. « Cette jeune fille méritait mieux, et je porterai ce regret toujours. » Sa lettre, publiée anonymement dans un grand quotidien,
toucha des milliers de lecteurs, devenant un symbole d'introspection et de responsabilité collective. Priya, la journaliste, ne s'arrêta pas après l'atterrissage. Depuis un café de l'aéroport, puis dans les jours qui suivirent, elle continua de tweeter, publiant des fils détaillés sur l'incident et ses implications. « Ce n'est pas seulement l'histoire d'Amara », écrivit-elle. « C'est un système qui juge avant de vérifier, qui assume avant de demander. Il est temps de changer. Ah, changer maintenant. » Ces messages, repris par des médias comme Le Monde et The Guardian, firent d'elle une voix centrale dans le débat public. La vidéo de Jamal, elle, devint l'étincelle qui transforma l'indignation en mouvement. Diffusée en boucle, elle montrait non seulement l'arrogance de Mme Carter, mais aussi le calme inébranlable d'Amara, une adolescente qui, sans élever la voix, avait forcé un avion à s'arrêter. Les commentateurs parlaient d'elle comme d'une héroïne silencieuse, un symbole de dignité face à l'injustice. Amara, dans une chambre d'hôtel avec Naomi, regardait les lumières des avions par la fenêtre, ignorant encore l'ampleur de l'affaire. « Tout ça à cause de moi », murmura-t-elle, son ton plus pensif que fier. Naomi, assise sur un fauteuil, secoua la tête. « Non, à cause d'eux. Tu n'as fait que défendre ta place. » Amara esquissa un sourire, mais une ombre persistait dans ses yeux. Elle ne voulait pas être une figure publique, juste une adolescente qui voulait voyager sans être jugée. Pourtant, les événements la dépassaient. Le lendemain, la compagnie aérienne annonça une série de réformes. Formation mensuelle contre les préjugés pour tout le personnel, protocoles stricts pour la vérification des billets, une ligne directe pour signaler les discriminations et une révision complète des manuels de formation. Mme Carter, après une enquête approfondie, fut licenciée. L'autorité publia un rapport accablant, citant une « violation grave des droits des passagers » et une « conduite discriminatoire ». Son nom, autrefois respecté, devint une mise en garde dans l'industrie. Mais l'impact allait bien au-delà. Dans les semaines qui suivirent, Amara, poussée par Naomi, accepta de parler lors d'un événement communautaire dans une salle modeste, remplie d'adolescents curieux. Assise sur une chaise pliante, elle répondit à leurs questions avec une simplicité désarmante. « Tu n'as pas eu peur ?» demanda une fille de 15 ans, les yeux écarquillés. Amara réfléchit, son regard doux. « Si, un peu, mais je savais que je n'avais rien fait de mal et que quelqu'un me soutenait. Ça m'a donné de la force. » Naomi, au fond de la salle, croisa les bras, un sourire discret aux lèvres. Après l'événement, une organisatrice s'approcha d'elle. « Elle ne mesure pas ce qu'elle a déclenché, » murmura-t-elle. Naomi acquiesça. « Elle n'a pas besoin de le savoir maintenant. Elle a juste besoin de grandir. » Ce que Naomi garda pour elle, c'était son réseau secret, un programme de mentorat qu'elle dirigeait depuis des années, soutenant des jeunes talents, issus de milieux modestes à travers le pays. L'histoire d'Amara circulait déjà parmi eux, une source d'inspiration pour des adolescents qui, comme elle, avaient souvent été sous-estimés. « Si elle a pu arrêter un avion, » disait l'un d'eux lors d'une réunion, « imaginez ce qu'on peut faire ensemble. » Ce réseau, discret mais puissant, commençait à semer les graines d'un changement plus large, un mouvement de jeunes voix prêtes à défier les injustices avec la même dignité qu'Amara. L'industrie aérienne, sous la pression publique et l'œil vigilant de l'autorité, se transforma rapidement. Une nouvelle vidéo de formation, basée sur le vol 472, fut intégrée au programme des employés. Sobre et directe, elle reconstituait l'incident, concluant par un message clair. Un billet valide ne demande pas d'approbation. Le respect ne dépend pas de l'apparence. Les préjugés n'ont pas de place à bord. Cette vidéo devint obligatoire, visionnée par des milliers d'employés, des hôtesses aux pilotes. Les syndicats, d'abord réticents, proposèrent leurs propres idées, lançant une réforme interne qui allait au-delà des relations publiques. Les procédures d'embarquement furent repensées,
avec une vérification en 2 étapes pour éviter les jugements hâtifs. Une politique de lanceur d'alerte fut instaurée, protégeant les passagers et les employés qui dénonçaient des comportements discriminatoires. Ces changements, bien que techniques, portaient une vérité plus profonde. Le vol 472 avait forcé une industrie à reconnaître ses failles. Amara, de retour à sa vie quotidienne, sentit ces changements de manière subtile mais réelle. Lors d'un vol ultérieur pour rendre visite à sa tante, une hôtesse s'approcha, un sourire chaleureux aux lèvres. « Je m'appelle Sophie, dit-elle. J'ai lu votre histoire en formation. Ça a changé ma façon de voir les choses. Merci. » Amara, surprise, murmura un « merci » en retour, son cœur un peu plus léger. Sur ce vol, personne ne vérifiqua son billet 2 fois. Personne ne la regarda avec suspicion. Elle s'installa près du hublot, ouvrit son livre de chimie et, pour la première fois depuis longtemps, se sentit à sa place sans avoir à le prouver. Quelques mois plus tard, Naomi prit la parole lors d'une conférence de l'autorité, face à un public de dirigeants, de pilotes et de responsables politiques. Vêtue d'un tailleur bleu, sa voix posée mais incisive, elle parla sans mentionner Amara directement. « Nous préparons nos équipages aux tempêtes, aux pannes, aux crises techniques, » dit-elle. Mais la vraie turbulence, celle qui fait tomber un système, naît dans nos jugements, dans ces instants où nous décidons sans preuve. C'est là que nous échouons. Le silence qui suivit était profond, presque sacré. Un jeune superviseur s'approcha après son discours. « La fille du vol 472, a-t-elle compris à quel point ça a été grand? » Naomi sourit, un mélange de fierté et de mélancolie dans les yeux. Elle n'a pas fait ça pour être grande. Elle voulait juste s'asseoir, et c'est ce qui a rendu ça puissant. Ce soir-là, sur le porche de la maison de Naomi, Amara sirotait une tisane, les étoiles scintillant au-dessus d'elle. « Je pense encore à ce qu'elle a dit, » murmura Amara, « que je n'avais pas l'air d'appartenir là-bas. » Naomi la regarda, attendant. « Maintenant, » continua Amara, « quand j'entre dans une pièce, un avion, ou même une salle de classe, je ne me demande plus si j'ai le droit d'être là. Je m'assois, c'est tout. » Naomi hocha la tête, ses yeux brillants. « Parce que tu as toujours eu ta place. Tu l'as juste rappelé au monde. » Amara sourit, un vrai sourire cette fois, et se tourna vers le ciel. Le vol 472 n'avait jamais décollé, mais il avait lancé quelque chose de bien plus grand. Pas une révolution bruyante, pas un cri de colère, mais un mouvement porté par la dignité d'une adolescente, un appel téléphonique et une vérité impossible à ignorer. Marcus poursuivait son travail avec une nouvelle assurance. Priya écrivait un livre sur les injustices dans l'aviation, Jamal rêvait de devenir vidéaste pour donner une voix aux oubliés, et Madame Langlais, dans sa petite ville, donnait des conférences sur le courage d'agir. Ensemble, ils avaient tous contribué à un changement qui ne s'effacerait pas. Les manchettes s'estompèrent, les réseaux sociaux passèrent à autre chose, mais dans les aéroports, les salles de formation et les cœurs de ceux qui avaient entendu l'histoire, le vol 472 restait vivant. On l'appelait désormais le vol de la vérité. Un rappel que la justice ne nécessite pas toujours des cris, mais parfois juste une voix calme, une place revendiquée, et un monde prêt à écouter. Et pour Amara, ce n'était plus seulement un siège en première classe. C'était la certitude, gravée en elle, qu'elle appartenait à chaque espace qu'elle choisissait d'occuper. Et ce ciel, désormais, lui était grand ouvert. L'histoire d'Amara Diallo, cette adolescente noire de 16 ans confrontée à une injustice criante à bord du vol 472, résonne comme un puissant rappel des valeurs fondamentales qui façonnent une société juste et humaine. Ce récit, empreint de tension et d'émotion, ne se contente pas de dénoncer une discrimination. Il révèle la force intérieure d'une jeune fille, la puissance de la vérité et l'impact d'une communauté qui, même tardivement, choisit de ne plus rester silencieuse. En tant que Français,
attachée à l'égalité, à la fraternité et à la justice, piliers de notre République, cette histoire nous interpelle profondément. Elle nous pousse à réfléchir à nos comportements, à nos silences et à notre responsabilité collective face aux injustices quotidiennes. À travers une analyse de cette histoire, nous pouvons tirer des leçons universelles, applicables à notre vie personnelle et sociale, tout en nous inspirant de la dignité et du courage d'Amara. Le premier enseignement de cette histoire est celui de la dignité. Amara, malgré l'humiliation publique infligée par Madame Carter, choisit de ne pas répondre par la colère ou l'agressivité. Elle se lève, traverse l'allée sous les regards des passagers et s'assoit à l'arrière, non pas par résignation, mais par une retenue qui traduit une force intérieure rare. Ce comportement reflète une qualité que les Français admirent, la capacité à rester maître de soi, même dans l'épreuve. Dans notre culture, où l'élégance morale est souvent valorisée, Amara incarne une forme de noblesse. Elle ne cherche pas à se justifier bruyamment, mais laisse les faits parler pour elle, confiant son sort à sa menteure, Naomi Reed. Cette dignité est une leçon pour chacun de nous. Dans la vie quotidienne, face à des jugements hâtifs, des remarques déplacées ou des injustices, il est tentant de réagir impulsivement. Pourtant, l'histoire d'Amara nous enseigne que la force véritable réside dans le calme, dans la certitude de sa propre valeur. Appliquée à notre vie, cette leçon nous invite à cultiver la patience et la confiance en soi, à ne pas laisser les préjugés d'autrui définir notre identité. Que ce soit au travail, dans les transports ou dans nos interactions sociales, adopter une posture digne face à l'adversité peut transformer une situation conflictuelle en un moment de vérité. Un deuxième enseignement majeur est celui de la vérité et de son pouvoir transformateur. L'intervention de Naomi Reed, qui mobilise son autorité pour arrêter l'avion, illustre l'impact d'une voix qui refuse de se taire. Mais cette vérité n'aurait pas eu le même poids sans l'action collective qui s'ensuit. Marcus, le jeune steward, qui ose questionner Madame Carter, Jamal, qui filme l'incident, Priya, qui relaie l'histoire sur les réseaux sociaux, et même Madame Langlais, qui, bien que tardivement, choisit de témoigner. Ces gestes, petits ou grands, convergent pour faire éclater la vérité et provoquer un changement systémique. Dans la culture française, marquée par des mouvements sociaux et une tradition de débat public, cette dynamique collective résonne particulièrement. Elle nous rappelle que la justice ne naît pas seulement des institutions, mais aussi de la volonté des individus à agir ensemble. Appliqué à notre vie, cet enseignement nous pousse à ne plus rester spectateurs face à l'injustice. Que ce soit en dénonçant une remarque discriminatoire au bureau, en soutenant un collègue injustement traité, ou en partageant une histoire qui mérite d'être entendue, chaque action compte. Comme le montre l'histoire d'Amara, un simple message, une vidéo ou un témoignage peut déclencher une vague de changement. L'histoire met également en lumière une leçon plus subtile, mais essentielle, le courage de reconnaître ses erreurs. Madame Langlais, la passagère âgée, incarne ce moment d'introspection. Son silence initial face à l'humiliation d'Amara la hante, mais elle choisit finalement de parler, d'écrire et de confesser son inaction. Ce geste, loin d'être anodin, reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, l'honnêteté intellectuelle et la capacité à se remettre en question. Cette leçon est précieuse dans notre société, où l'orgueil ou la peur du jugement peuvent nous empêcher d'admettre nos torts. Appliquée à la vie quotidienne, elle nous encourage à examiner nos propres comportements. Avons-nous déjà détourné le regard face à une injustice? Avons-nous jugé quelqu'un sur son apparence, comme Madame Carter l'a fait? Reconnaître ces moments et agir pour les corriger, que ce soit par des excuses sincères ou des gestes concrets, est un acte de courage qui renforce notre humanité et celle de ceux qui nous entourent. Enfin, l'histoire d'Amara est un puissant rappel de la nécessité de lutter contre les préjugés systémiques. Madame Carter,
avec ses 15 ans d'expérience, agit non pas par malveillance explicite, mais par un biais inconscient qui la pousse à juger Amara sur son apparence. Ce moment révèle une vérité inconfortable. Les préjugés ne sont pas toujours intentionnels, mais leurs conséquences sont bien réelles. Dans une France qui se veut universaliste, où l'égalité est un idéal proclamé, cette histoire nous confronte à la réalité des discriminations quotidiennes, souvent subtiles, mais profondément blessantes. Cette leçon nous invite à un travail constant sur nous-mêmes et sur nos institutions. À titre personnel, cela signifie questionner nos premières impressions, écouter avant de juger et donner à chacun le bénéfice du doute. À l'échelle collective, cela implique de soutenir des réformes, comme celles adoptées par la compagnie aérienne dans l'histoire. Formation contre les préjugés, protocoles clairs et espace pour dénoncer les injustices. En France, où les débats sur la diversité et l'inclusion sont vifs, l'histoire d'Amara nous rappelle que le changement passe par une vigilance quotidienne, dans nos écoles, nos entreprises et nos interactions. Concrètement, comment intégrer ces leçons dans notre vie? D'abord, en cultivant une attitude de dignité, comme Amara, face aux défis. Cela peut signifier répondre calmement à une critique injuste au travail, ou défendre ses droits sans perdre son sang-froid. Ensuite, en osant agir, comme Marcus ou Priya, même lorsque cela semble risqué. Cela peut être aussi simple que signaler un comportement inapproprié dans un métro bondé, ou partager une histoire inspirante pour sensibiliser son entourage. Enfin, en restant ouverts à l'introspection, comme Madame Langlais, pour reconnaître nos erreurs et apprendre d'elles. Dans une société française où la solidarité est une valeur clé, ces gestes, petits ou grands, tissent un filet de justice et d'humanité. Cette histoire, celle d'une adolescente qui, par sa dignité et sa vérité, a arrêté un avion, n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action. Amara nous montre que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses, de défier l'injustice et de revendiquer sa place. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que le message d'Amara atteigne le plus grand nombre. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires qui changent le monde. Et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos propres expériences. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice, pas seulement dans les airs, mais partout où elle est nécessaire. Parce que, comme Amara, nous avons tous une place à revendiquer et un monde à transformer.